Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue l'analyse des cartes gardiens. Et aujourd'hui, 3 cartes qui sont des améliorations de cartes déjà sorties. Donc comme d'habitude, je vais rappeler ce qu'on avait et ce qu'il y a et détailler ce qu'apporte la nouvelle carte. Voilà. Alors dans la boîte de base, on avait le chien de garde à noter. Voilà, ça c'est le chien de garde, la vieille version que moi j'aime beaucoup. Voilà, on voit clairement un chien en train de mordre un tentacule. Dans la boîte révisée, on a la nouvelle illustration que moi je n'aime pas beaucoup. Enfin, que je n'aime pas du tout. Voilà, si je zoome, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre. Je trouve que c'est beaucoup moins détaillé. Voilà, pour voir que le museau est là il y a les dents, là il y a les 2 oreilles, là il y a le tentacule, enfin bref. Bref. Donc, dans la boîte de base, on avait le chien de garde. Pourquoi ? Voilà. Le chien de garde, un allié de niveau 0, qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, qui a les traits allié et créature, 3 points de vie, 1 point de santé mentale, réaction. Quand une attaque ennemie inflige des dégâts au chien de garde, infligez un dégât à l'ennemi attaquant. Maintenant, on a version de niveau 2 qui coûte le même prix. Le chien de garde gagne 1 point de vie et 1 point de santé mentale. Sa réaction maintenant, c'est quand une attaque inflige des dégâts et ou des horreurs. Et en plus, il a action rapide, inclinez le chien de garde et engagez un ennemi dans votre lieu. Inclinez le chien de garde, engagez un ennemi dans votre lieu, cet ennemi vous attaque. Donc on va faire dans l'ordre de la carte. En action rapide, on peut engager un ennemi dans son lieu, donc sans avoir à dépenser d'action. Ça fait penser au sifflet anti-émeute qui, dans l'emplacement d'accessoires, donne une action par tour spécifiquement pour l'engagement. Alors engager les ennemis, à quoi ça peut servir ? Ça peut servir par exemple si on combat la machette, on est en duo, l'ennemi a été généré engagé avec l'enquêteur, on utilise le chien de garde, on veut engager l'ennemi pour que la machette lui fasse les dégâts 2 par 2. On peut faire une action, une de ces 3 actions, ou utiliser le sifflet anti-émeute, ou utiliser le chien de garde. C'est aussi intéressant si on combat au lance-flamme. Le lance-flamme n'inflige des dégâts que parmi les ennemis engagés avec soi. Voilà. Ça peut aussi servir spécifiquement si vous jouez Zoé. Zoé, en réaction, après que vous devenez engagé avec un ennemi, gagne une ressource. Et, si on a sa croix en jeu, après qu'un ennemi devient engagé avec vous, inclinez la croix de Zoé et dépensez une ressource, infligez un dégât à cet ennemi. Donc, Zoé, elle peut dire, elle engage un ennemi d'une manière ou d'une autre, elle gagne une ressource, elle dépense cette ressource, elle incline sa croix, elle inflige un dégât à l'ennemi. Dans des circonstances désespérées, ça peut servir pour on se reverra en enfer. Alors une carte que je jouais avant en un exemplaire dans mes decks que je ne joue plus, mais bon, un événement qui dit chaque ennemi non élite engagé avec vous est vaincu. Vous êtes vaincu et subissez un traumatisme physique. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc si vous êtes à la fin d'un scénario qui est un ennemi non élite qui vraiment gêne l'enquêteur pour mettre fin au scénario et avoir une bonne résolution, vous engagez cet ennemi, vous le vainquez automatiquement, peu importe son nombre de points de vie. Par contre, vous êtes vaincu, mais l'enquêteur va maintenant essayer de prendre tous les indices du lieu pour mettre fin au scénario. Et, éventuellement, alors l'effet du chien, c'est une action rapide. Et il n'y a pas marqué que ça doit être fait pendant votre tour. Donc ça peut être fait pendant n'importe quelle fenêtre d'action rapide. Si vous avez dans votre lieu un investigateur qui a éclaireur en jeu, éclaireur, ça dit
Action rapide, lors de votre tour, si vous n'êtes pas engagé avec des ennemis, inclinez éclaireur, déplacez-vous vers un lieu connexe. Et ben, si l'investigateur qui a ça en jeu veut l'utiliser et qu'il est engagé avec un ennemi, le gardien va utiliser son chien de garde pour devenir engagé avec l'ennemi, et dans la même fenêtre d'action rapide, l'investigateur dit j'utilise mon éclaireur et je me déplace de mon lieu, et potentiellement le gardien il a en jeu protection rapprochée, alors peu importe de quel niveau. L'autre investigateur se déplace, il incline protection rapprochée et il le suit. Donc simplement le fait de basculer l'ennemi de l'enquêteur sur le combattant, ça a permis aux deux de se déplacer. Ça a fait économiser à chacun des deux une action de déplacement. Voilà. Alors les ennemis distants, parce que oui, engager les ennemis, ça sert aussi... Enfin, il faut engager les ennemis distants pour pouvoir les combattre. En l'occurrence, les ennemis distants, il y en a maintenant un certain nombre. Et alors j'ai trié par 7, donc le premier qu'on rencontre, si on joue tous les scénarios du jeu dans leur heure de sortie, c'est l'engoulevent. Voilà, l'engoulevent, il est distant. Il est chasseur, il vous fait perdre 1 à chacune de vos compétences et il inflige une horreur. Donc, il vous suit, et s'il est dans votre lieu, il vous rend moins efficace. Si vous voulez vous en débarrasser, il faut faire une action pour l'engager, puis une action pour le combattre, sachant que le combattre, vous le combattez avec force -1. Et il vous inflige des horreurs. J'avais un problème avec ma souris. Il vous inflige des horreurs, ce qui généralement est pas bon pour votre combattant. On a aussi l'homme au masque blême, qui est, j'allais dire mythique, non c'est pas le mot, qui est emblématique de la campagne de Carcosa. Voilà, il est distant. Sans spoiler la campagne pour ceux qui l'ont pas joué, on va fréquemment le combattre. Chaque fois qu'on voudra le combattre, faudra l'engager. Distant, je le vois pas. Voilà, distant. Ou alors utiliser ça. Avec le chien de garde, à chaque fois on s'économise l'engagement. Voilà. Mais je reviens à l'engoulevent, et d'ailleurs c'est le cas du suivant. L'engoulevent inflige des horreurs. Maintenant, la nouvelle version du chien de garde, quand une attaque ennemie inflige des dégâts et ou des horreurs, il inflige un dégât. Donc, l'engoulevent est dans votre lieu, il vous embête. En action rapide, vous inclinez le chien de garde. Vous engagez l'engoulevent, il vous attaque, il inflige une horreur que vous mettez sur le chien de garde. En réaction, le chien de garde inflige un dégât à l'engoulevent qui est mort. Voilà, vous avez tué l'engoulevent en action rapide. Et même chose, l'homme au masque blême, il inflige des horreurs avec le chien de garde de niveau 0. Alors déjà, il ne peut pas encaisser les horreurs vu qu'il n'a qu'un point de santé mentale. Et autant le chien de garde de niveau 0, quand il meurt, parce qu'il se prend un 3e dégât, il va quand même infliger un dégât, mais autant quand il se prend une horreur, d'une attaque, il ne fait rien. Là, le chien de garde de niveau 2, vous lui mettez une horreur dessus, il inflige un dégât. Donc pareil, vous l'utilisez dans la campagne de Carcosa pour engager l'homme au masque blême attaque, une horreur mise sur le chien de garde, il se prend un dégât, il n'a plus que 2 points de vie, normalement 2 points de vie c'est une attaque. Donc l'homme au masque blême avant, c'était souvent première action je l'engage, deuxième action je l'attaque pour lui faire 2 dégâts, troisième action je l'attaque pour lui faire un dégât. À moins que j'ai coup vicieux, dans ce cas-là, il suffisait d'une attaque réussie. Maintenant, l'homme au masque blême avec le chien de garde de niveau 2, c'est je l'engage et il se prend un dégât grâce au chien de garde, puis j'effectue une action pour lui faire 2 dégâts. Voilà. Gros gain en action. À noter, les gardiens ont accès au tarot l'étoile qui donne un point de vie additionnel à chaque soutien qui a de la vie et un point de santé mentale à chaque soutien qui a de la santé mentale. Donc votre chien de garde, il est, avec l'étoile, il est 5-3. Donc 5-3 ça fait un total de 8.
comment formuler ça ? Voilà, s'il a 5 points de vie et 3 points de santé mentale, on va par exemple lui faire encaisser 4 dégâts lors de 4 attaques, à chaque fois il va infliger 1 dégât, et on va lui faire encaisser 3 attaques qui infligent une horreur, et il va infliger 3 dégâts. Alors la dernière attaque, idéalement, on l'utilisera pour encaisser aussi 1 dégât, mais ça fait un total de 7 attaques. Au cours d'une partie, chien de garde de niveau 2 plus l'étoile, ça fait 7 dégâts infligés potentiellement en attaque rapide ou ça fait 7 dégâts infligés à des ennemis, soit quand ils attaquent pendant la phase des ennemis, soit quand ils attaquent parce qu'on les a engagés en action rapide. Donc extrêmement efficace. Autre chose, une carte du dernier cycle, la baguette d'animalisme. Alors, ça occupe l'emplacement d'accessoires, ce qui entre en conflit avec le miroir sacré de niveau 3 qui lui permet de soigner le chien de garde. Bon. Mais la baguette d'animalisme, vous avez 2 emplacements d'alliés supplémentaires qui ne peuvent être utilisés que pour contenir des soutiens créatures. Réaction, quand vous jouez un soutien créature lors de votre tour, réduisez de 1 le coût de ce soutien. Je vérifie, le chien de garde est bien créature, donc vous pouvez pour un XP, vous mettez dans votre deck la baguette d'animalisme, vous ne mettez pas de charisme, dans votre emplacement d'allié normal vous avez un allié qui vous booste votre force, flic en patrouille ou Grete Wagner, et dans les 2 emplacements d'alliés fournis par la baguette d'animalisme, vous avez vos 2 copies de chien de garde. Chaque fois que vous jouez un chien de garde, il vous coûtera 2 au lieu de 3. Et au passage, si dans votre deck à la création vous mettez dans le vif du sujet, vous avez 3 XP bonus, un XP pour la baguette d'animalisme, et un XP pour commencer avec un chien de garde de niveau 2. Voilà, ou alors 2 XP pour 2 copies de baguette d'animalisme, à vous de voir. Voilà. Et du coup, je pense, alors, je l'ai déjà mentionné, j'aime vraiment pas la campagne de Dunwich, je vais bientôt la rejouer et potentiellement la filmer, mais le chien de garde de niveau 2, entre le fait qu'il est excellent pour gérer les engoulevents, le fait qu'il va bien aider contre l'amas de sphères, voilà, ça peut me donner envie, j'ai jamais joué ce style de deck là, mais ça peut me donner envie de faire un deck centré sur le chien de garde. Et bien évidemment, le chien de garde, il interagit avec les autres trucs qui interagissent avec les alliés, comme demander de l'aide. Quand votre chien de garde il n'a plus qu'un point de vie et qu'un point de santé mentale, vous le remontez dans votre main, vous allez chercher un autre allié, que vous jouez pour 3 de moins, et plus tard vous rejouez le chien de garde et vous maximisez ses utilisations, vu que quand même il fait des dégâts sans test, ce qui est toujours très intéressant. Et vous pouvez le jouer dans un deck William Yorick, qui a souvent un rôle de tank, donc William Yorick il va vouloir probablement engager les autres ennemis. Quand le chien de garde est vaincu, il part à des fosses, et ensuite quand William Yorick vainc un ennemi, il rejoue le chien de garde. Tommy Muldoon, pareil, il peut facilement avoir un rôle de tank, et si vous vous débrouillez bien, au moment où le chien de garde est vaincu, il a un total de 6 dégâts et ou horreur sur lui. Si vous jouez l'étoile, il a un total de 8. Alors bien évidemment, si vous voulez aller à fond dans ces directions-là, vous pouvez avoir 2 copies du tarot l'étoile. Et donc le chien de garde, ça va, au moment où il est vaincu, ça fournit 6 ressources ou 6 munitions à Tommy. Par contre, Daniel Ariès ne peut pas l'inclure vu qu'elle n'a accès qu'aux cartes gardiens de niveau 0. Bon, alors d'un côté c'est dommage, d'un autre côté ça serait trop fort. Je l'ai mentionné plusieurs fois, mais moi je trouve le chien de garde extrêmement de niveau 2
extrêmement puissant. Je dirais même un peu trop puissant. Moi, je pense qu'il mériterait d'être sur la liste des tabous. Alors, je dis pas ça pour dénigrer les gens qui participent, mais les cartes conçues par des fans, ouais, c'est pas forcément très bien équilibré. Ah, encore une vidéo qui va aller très vite quand je vois le nombre d'onglets qui restent. Dans le cycle de la civilisation oubliée, on avait eu les menottes. Un soutien de niveau 0, qui coûte 2, trait, objet et police, action, si les menottes ne sont pas attachées à un ennemi, échappez à utiliser uniquement sur un ennemi humanoïde, cette tentative d'évasion utilise la force au lieu de l'agilité, en cas de réussite, attachez les menottes à l'ennemi auquel vous venez d'échapper. Si l'ennemi attaché est non élite, il ne peut pas se redresser et les fatalités ne peuvent pas être placées sur lui. Alors cette carte-là, moi je l'ai jamais jouée, elle semblait peu intéressante. Donc, déjà la carte il faut la jouer. La jouer ça coûte une action, ça coûte 2 ressources. À ce moment-là elle est en jeu. Quand elle est en jeu, et pas attachée à un ennemi, on peut faire une évasion. Il va falloir faire un test. Déjà, ça ne peut marcher que sur un ennemi humanoïde, pas un ennemi qui est monstre par exemple. Donc encore une fois, il faut faire le test. Alors, avec la force, pas l'agilité, donc vous avez plus de chances de réussir a priori. Le gardien standard va avoir 2 ou 3 d'agilité, mais 4 ou 5 de force. Ok ? S'il réussit, parce qu'il peut rater, il attache les menottes à l'ennemi. Ok. Que je dise pas de bêtises. Alors s'il rate, les menottes restent non attachées, donc il peut retenter. S'il réussit, elles sont attachées. Si l'ennemi est élite, il ne se passe rien. Parce que ce qui est écrit après, c'est s'il est non élite. Donc s'il est élite, vous lui avez attaché menottes et il se passe rien. Donc les menottes vous ont simplement servi à échapper plus facilement à un ennemi élite. Par contre, pour un ennemi non élite, il ne se redresse plus et on ne peut plus lui ajouter de fatalité. Par contre, les fatalités qui sont déjà sur lui, elles y restent. Ok. Et comme la carte lui est attachée et qu'il n'y a pas d'effet pour détacher la carte, les menottes sont à usage unique. Ça commence à faire beaucoup. Maintenant, la nouvelle version. De niveau 2, elle coûte une ressource de moins, elle est rapide, donc on économise une ressource et on économise une action. On économise 2 actions basiques, autrement dit. Action, si les menottes ne sont pas attachées à un ennemi, donc même chose, c'est à usage unique. Échapper à utiliser uniquement sur un ennemi humanoïde, même chose. On utilise la force au lieu de l'agilité, même chose. En cas de réussite, retirez toutes les fatalités qui sont sur l'ennemi auquel vous venez d'échapper et attachez-lui les menottes. Là, vous retirez les fatalités et s'il est non élite, il ne peut pas se redresser, les fatalités ne peuvent pas être placées sur lui. Donc, l'effet, c'est exactement... Déjà, quand vous réussissez votre évasion, vous retirez toutes les fatalités qu'il y a sur l'ennemi. Même si l'ennemi est élite, vu que ça, ce n'est pas dans le cas s'il est non élite. S'il est non élite, les fatalités ne peuvent plus être placées sur lui. S'il est élite, elles peuvent être placées sur lui. Mais s'il est élite et qu'il avait des fatalités, vous les retirez quand même. Et là, ça change pas mal de choses. Alors les ennemis qui vont poser un problème avec les fatalités, il y en a 2 types. Soit ceux sur lesquels il y a marqué clairement vous lui mettez une fatalité dessus, soit les cultistes, parce que les cultistes appartiennent à des sets de rencontres dans lesquels il y a généralement des cartes qui interagissent avec les cultistes et qui mettent des fatalités. Si on prend par exemple le plus vieil exemple, le magicien de l'ordre, il est 4 de 2, humanoïde et cultiste, génération n'importe quel lieu vide, riposte, forcé à la fin de la phase du mythe, placer une fatalité sur le magicien de l'ordre. Voilà.
Tant que vous en débarrassez pas, round après round, il a sa fatalité. Avec la vieille version des menottes, vous pouviez garantir qu'il n'ait plus de nouvelles fatalités, mais il conservait ses fatalités. Avec la version des menottes de niveau 2, voilà, vous arrivez, vous avez géré les autres choses à gérer, 3 rounds plus tard, vous lui attachez les menottes, il avait donc 3 fatalités sur lui, vous retirez les 3 fatalités, et maintenant, il s'en prend plus. Alors, pour rappel, voilà, c'est dans son set, il y a la carte Champ Mystérieux, truc comme ça. Mystérieuse Mélopée, placez 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, cherchez blablabla. Cette carte-là vous dit de faire un truc. Il n'y a pas vous pouvez, c'est une obligation. Mais les menottes vous disent que il ne peut pas. Donc il y a une carte qui vous dit faites ça, il y a une carte qui vous dit vous ne pouvez pas faire ça. C'est précisé quelque part dans les règles et de manière générale, d'après mon expérience, c'est le cas dans les jeux de cartes. Le ne peut pas est toujours prioritaire sur le peut. Là, le cas doit. Donc, à moins que j'ai raté un truc. Enfin, à moins que j'ai raté un truc. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà, les menottes sont attachées au magicien de l'ordre. On peut pas lui mettre de fatalité dessus. Donc, quand on pioche Mystérieuse Mélopée, on ne peut pas placer de fatalité sur le magicien de l'ordre. Et là, j'en suis convaincu à 99%. On vous dit placer de fatalité, mais vous ne pouvez pas, donc vous ne le faites pas. Et la suite, s'il n'y a pas d'ennemi cultiste, cherche un ennemi cultiste. L'idée de la carte, c'est si un cultiste, on lui met de la fatalité, s'il n'y en a pas, on va le chercher. De sorte à ce que cette carte ait toujours un effet négatif. Mais là, il y a un cultiste, donc on va pas en chercher un autre, mais grâce aux menottes, on ne peut pas mettre de fatalité. Donc si le cultiste le plus proche du joueur qui a pioché Mystérieuse Mélopée et le magicien de l'ordre, qu'il a les menottes qui lui sont attachées, et ben Mystérieuse Mélopée n'a aucun effet. Voilà. Voilà. Donc, voilà, les menottes de niveau 2 sont bien mieux que les menottes de niveau 0. Disons même que les menottes de niveau 0 n'ont à peu près aucun intérêt. Les menottes de niveau 2 peuvent être jouées dans certains styles de deck, et j'en reviens à ce que j'ai déjà mentionné dans ma vidéo d'introduction. On a 4 de mémoire, cartes qui incitent ou tirent avantage des ennemis qu'on a laissés en jeu. Bah ça c'en est un exemple. Cette carte-là vous aide à laisser un ennemi en jeu, elle facilite l'évasion, et comme l'ennemi ne se redresse pas, il ne gêne plus. Ah oui, je l'ai pas mentionné, mais comme on lui a échappé, il est incliné. Donc, réussir l'évasion l'incline, et maintenant il peut plus se redresser, donc il est incliné jusqu'à la fin de la partie. Il est en jeu, et si on met menottes dans un deck, c'est qu'on cherche à tirer avantage de la présence des ennemis. Par exemple, on joue en duo avec Trish Scarborough, on a menotté un humanoïde dans un lieu bien spécifique, et maintenant, à chaque round, Trish Scarborough, elle récolte un indice supplémentaire. Voilà. Alors, par contre, l'ennemi est non élite, et quand dans un scénario on vous indique pour mettre fin au scénario, soit vous tuez l'ennemi, soit vous videz le lieu, l'ennemi à tuer est élite. Donc là, ça marchera pas. Mais ça peut marcher dans d'autres contextes. Je reprends l'exemple que j'avais cité précédemment. Le scénario du sang sur l'autel, où il y a Silas Bishop. Bon, à un moment donné, vous êtes dans la chambre secrète. Vous piochez un ennemi non élite, un ennemi humanoïde non élite. Vous utilisez les menottes contre lui, et vous avez un ennemi dans le lieu, incliné, autre que Silas Bishop.
Non, c'est pas un bon exemple vu qu'il y a déjà Silas Bishop. Bon. Bon, imaginons, vous êtes dans un scénario dans lequel il y a plein d'indices dans un lieu. Soit parce que c'est comme ça qu'est construit le scénario, soit parce que vous avez volontairement posé plein d'indices sur ce lieu, ou... Ouais, voilà. Ou un effet de jeu a mis plein d'indices, et ben les menottes coincent dans ce lieu un ennemi humanoïde non élite qui ne vous gêne plus, et Trish va accumuler les indices. Alors Trish, ou le gardien qui a joué les menottes, mettons qu'un tour il joue menottes sur un ennemi, le tour suivant il profite du fait qu'il y a l'ennemi pour jouer scène de crime, il récolte 2 indices, le tour suivant il joue scène de crime, il récolte 2 indices. Voilà. Donc dans ce style-là de deck que je présenterai au mois de février, c'est très intéressant. Et enfin la dernière carte. Dans du sang sur l'autel, tiens justement, on avait eu se préparer au pire, un événement gardien de niveau 0 qui coûte 1, très tactique. Cherchez un soutien arme parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck. Dans cette boîte, on a la version de niveau 2, qui coûte 0, qui a un icône d'agita en plus. Choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur cherche un soutien arme parmi les 9 cartes du dessus de son deck, l'ajoute à sa main ou la joue, en payant son coût en ressources et mélange son deck. Alors se préparer au pire, je la mets en un exemplaire dans tous mes decks de gardiens combattants. Et non seulement je la mets toujours, mais je l'attache toujours sous sans tenir au plan. Sans tenir au plan qui fait que j'ai la certitude de pouvoir la jouer au premier round de la partie. Donc, dans mes decks de gardiens combattants, j'ai sans tenir au plan, dessous il y a se préparer au pire, toujours sur ses gardes, explosion de dynamite. Voilà. Donc la carte permet au joueur qui la joue, la carte de niveau 0, au joueur qui la joue de tutorer une arme parmi les 9 cartes du dessus de son deck et de l'ajouter à sa main. Ça coûte une action et une ressource. Et ensuite il faut jouer l'arme en payant son coût. Là, déjà la personne, l'investigateur qui joue cette carte paye 0 ressources. Il paie toujours une action. Il peut appliquer l'effet sur n'importe quel investigateur dans le lieu. Alors moi, quand je joue en solo, c'est la personne qui a se préparé au pire dans son deck qui a des armes. L'autre investigateur, a priori, c'est un enquêteur qui n'a pas d'armes dans son deck. Si l'enquêteur en question c'est un chercheur, son unique carte de dégâts c'est le lexique occulte. Si c'est un truand, son aide pour gérer les ennemis c'est probablement l'évasion. Donc le fait de pouvoir tutorer une arme pour un autre investigateur c'est plutôt un truc que j'utiliserai en trio, en seul trio. Ok. Mais, donc voilà, un investigateur cherche une arme, et soit il l'ajoute à sa main, parce qu'il ne peut pas la jouer tout de suite, ou parce qu'il ne veut pas la jouer tout de suite, du style vous avez une arme à feu à 2 mains en jeu avec encore des munitions, et vous venez de récupérer une arme à feu à 2 mains, ou n'importe quelle arme, vous n'allez pas la jouer alors que vous n'avez pas fini les munitions de l'arme que vous utilisez actuellement. Donc soit il la met dans sa main, soit il la joue. Et s'il la joue, il s'économise l'action jouée. Donc se préparer au pire de niveau 2 par rapport au niveau 0, c'est comme menottes, on économise une ressource et potentiellement une action. Mais, moi dans mon style de jeu, je ne tire pas avantage de ça, sauf si je joue en seul trio, ce qui est rare. Ouais. Donc, la carte est vraiment meilleure, objectivement meilleure, mais dans mes styles de deck, ça me dit simplement économiser une ressource et une action si tout se passe bien.
Donc pour le moment, c'est assez peu probable que je m'en serve. Et je réfléchis... Alors, oui, je vais quand même rajouter un truc. Comme on cherche dans son deck, si on est biclassé gardien, si on est biclassé chercheur, on peut déclencher des effets de recherche, comme révélation stupéfiante. Et si on est Joe Diamond, voilà, Joe Diamond, c'est un chercheur qui a accès aux cartes gardien jusqu'au niveau 2. Comme c'est un chercheur, il peut beaucoup piocher, et il peut mettre dans son deck Vision de l'avenir. Action rapide, lors de votre tour, si vous avez au moins 8 cartes en main, inclinez Vision de l'avenir, jouez un événement de votre main en payant son coût. Donc imaginons que Joe Diamond, que vous jouez en polyvalent, il a actuellement des cartes qui lui servent pour l'enquête dans ses emplacements de main, du style de loupe, ou une loupe et une lampe torche, ou une loupe et un kit d'empreinte digitale. Il devient engagé avec un ennemi, il n'a pas de quoi le gérer, il va dire « J'ai 8 cartes en main, j'utilise Vision de l'avenir, donc en action rapide, je joue mon se préparer au pire. Comme il le joue en action rapide, il se prend pas d'attaque d'opportunité. Il tutore une arme, il va déclencher tous ses effets de recherche, et, en supposant qu'il trouve bien une arme, s'il trouve pas d'arme, c'est raté, il peut la jouer. Mais, jouer l'arme fait partie de la résolution de cette carte, ce n'est pas une action supplémentaire, donc ça ne déclenche pas d'attaque d'opportunité. Donc, phase du mythe, Joe Diamond devient engagé avec un ennemi, à son tour, au début de son tour, fenêtre d'action rapide qui précède sa première action, si tout se passe bien, il met en jeu une arme, là éventuellement avec sa première action il joue scène de crime pour prendre 2 indices, mais en tout cas, il vient de mettre en jeu une arme avec laquelle il va pouvoir combattre son ennemi et il ne s'est pas pris d'attaque d'opportunité grâce à la combinaison de je joue mon événement en action rapide et l'événement fait entrer en jeu mon arme. Voilà. Ce sont les deux cas dans lesquels cette carte, je me vois jouer cette carte en trio pour que le polyvalent fasse tutorer une arme au combattant principal, ou inversement le combattant principal fait tutorer une arme au polyvalent, ou alors, si je joue Joe Diamond, ce qui au passage arrive plutôt en trio, et que je joue un deck Joe Diamond main pleine, et que je sais que j'ai cette possibilité de faire entrer une arme en action rapide, et que je peux donc ne pas me soucier de jouer mon arme tout de suite. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Alors, je dis demain, mais j'ai pas compté les vidéos. Je vais regarder, ça c'était le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc la vidéo que vous regardez, a priori vous la regardez un lundi, donc demain, on finit les cartes gardiens. Et après demain, on commence les cartes chercheurs, de nouveau, une première vidéo avec les 2 premières cartes personnalisables, et voilà. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.